émission ce soir où ça a été un petit peu difficile, je vous l'avoue, d'arriver jusqu'à vous en raison de la neige. Mais enfin bon, l'essentiel c'est d'être là. J'espère que vous êtes bien au chaud, confortablement installés. Laissez un petit peu les tracas, voir comment demain vous allez vous organiser, enfin demain tout à l'heure pour aller au travail, pour vous rendre au bureau. Allez, on prolonge un peu le temps du week-end. On est entre nous pendant 2 heures pour se parler tranquillement dans une ambiance chaleureuse puisque en raison de ces conditions climatiques un peu exceptionnelles, mon invité Nicole Prieur n'a pas pu venir ce soir. Nous devions parler de la famille. Donc je suis désolée mais je l'ai eue aujourd'hui et elle prie de s'excuser mais elle ne peut pas être là. En revanche, l'émission n'est pas complètement annulée. On a prévu de la faire lorsque le temps sera plus clément. Voilà, alors c'est comme d'habitude. Jusqu'à 1h, nous sommes ensemble. La ligne est ouverte et c'est vous qui allez prendre la parole pour nous parler de vous en toute liberté et sans tabou au 39 21 où vous attendent Jeanne et Paul ainsi que Michael Sanchez qui réalise cette émission. Des braves qui ont bravé les intempéries pour être là à vos côtés. Allez, Sergio me dit neige ou pas neige, de toute façon, la famille de la nuit est toujours là et j'espère que vous êtes confortablement installés, bien au chaud. Si vous êtes sur la route, je pense à vous notamment Sergio et puis peut-être d'autres amis routiers, surtout soyez très 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 prudents, extrêmement prudents. Même chose demain, si sur les trottoirs et tout, faites attention parce que les urgences ont fait le plein malheureusement aujourd'hui avec les chutes. Bonsoir Annie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris mon message. Je vous en prie, on est là pour vous. Vous voulez me parler de votre fils ? Oui. Oui, Mon fils qui va avoir 30 ans et qui est atteint d'anxiété sociale invalidante puisque ça l'empêche de travailler. Oui. Voilà. À ce point-là, oui. Ça fait des années que j'essaie de l'aider, de quelle façon ? De lui faire voir des gens, mais voilà, il y arrive. Il a fait des études, il a eu son bac, après il a fait un DUT, et puis à 21 ans, donc il est parti. Pas très loin, à 150 km de la maison, pour lui c'était très loin, pour faire une formation en infographie 3D. Oui. Parce que c'est ce qu'il voulait faire, disait-il. Donc, sur 3 ans, et les 2 premières années ça a été, et la 3e année il a complètement décroché. Il a pris 30 kilos, puis au bout de 3 mois, il a la 3e année, donc le premier trimestre de la 3e année, il n'allait plus au cours. Donc l'école nous a appelés, bien qu'il soit majeur, mais pour nous demander ce qui se passait. Nous, on ne savait pas qu'il n'allait plus au cours, parce que déjà on avait beaucoup de mal depuis un moment à le joindre au téléphone. Il ne nous répondait pas au téléphone, il ne répondait pas aux mails, il fallait parfois se déplacer, faire 150 km pour le voir et puis faire le ménage parce que il ne faisait plus de ménage, il achetait des pizzas, du coca, il laissait tout à traîner, les emballages. Et puis voilà, on a essayé de le remettre à l'école 3 fois et puis ça n'a pas marché et on a fini par le récupérer à la maison. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé dans la 3e année ? Parce qu'en plus, justement, ça se passait bien les 2 premières années et la première année, la dernière année, finalement, c'est là où ça... qu'il y a ce problème. Il n'y a pas eu d'événement particulier dans sa vie ? Non. Apparemment non, il ne nous a jamais rien dit, ni au psychiatre, mais on pense que c'était un mauvais aiguillage, quoi. Il était trop timide pour faire ce métier-là, c'est un métier artistique où il faut se vendre et moi je m'étais toujours dit intimement qu'il n'y arriverait pas, mais
effectivement, c'était trop dur pour lui. Pourquoi vous disiez ça? Parce que c'est quelqu'un de très timide. Il était un enfant très timide. Oui, très timide, qui a fait des études, qui a réussi, puisqu'il n'y a pas eu de soucis dans les études, si ce n'est que il était très très discret, mais pas de soucis particuliers. Et moi, je m'étais aperçue quand même que c'était une grande timidité, parce que, à partir de... déjà vers 15-16 ans, il a commencé à ne plus vouloir, en dehors de l'école, faire d'activités. Ses copains venaient le chercher, ils sont venus le chercher quelques fois pour l'entraîner, et puis comme lui ne rendait jamais l'invitation, ils ont fini par se lasser, quoi. Donc il ne sortait plus du tout en dehors de l'école. Il ne voulait pas à la maison descendre manger si on avait des invités, en dehors de mes parents et de ses frères et sœurs. Oh là là, oui. Et à ce moment-là, il a consulté ou Alors, il n'a pas voulu. Là, à 17 ans, moi, j'en ai parlé à notre médecin traitant, qui a pris ça à la rigolade aussi, en me disant, vous êtes une maman qui s'inquiète, comme toutes les mamans. Mais il y avait de quoi à s'inquiéter? Oui, je pense. Je lui ai expliqué quand même ce qui se passait, qu'il n'osait pas donner un dossier ou demander un dossier à un professeur, par exemple, s'inscrire à l'auto-école, à faire quoi que ce soit comme chose à l'extérieur. Oui. C'était vraiment... Je finissais par le faire parce que j'essayais de le forcer à le faire, de lui dire je vais avec toi, mais c'était vraiment impossible pour lui, quoi. Et donc le médecin m'a dit, oui, effectivement, je vais vous donner l'adresse d'un pédopsychiatre. Il avait 17 ans. Et j'ai pris un rendez-vous et il n'a jamais voulu y aller. Il n'a pas voulu venir, donc je suis allée toute seule voir ce pédopsychiatre. Je lui ai expliqué la situation. Oui. Parce qu'au moment, il jouait beaucoup aux jeux vidéo, et j'avais peur que ce soit les jeux vidéo, qu'il s'enferme derrière les jeux vidéo, et c'était ça qu'il coupait de l'extérieur. Et... c'est ce qui le reliait au contraire aussi un peu au monde, finalement. Voilà. Parce qu'il devait faire des jeux de rôle, non Oui, jouer en ligne. Oui, etc. C'est ça. Donc il était en ligne, il pouvait être en contact avec d'autres personnes. Ça lui permettait de maintenir aussi un contact. Mais à la maison, c'est-à-dire qu'il fallait pas qu'il sorte de la maison, qui était pour lui une bulle protectrice. Aller s'habiller, aller faire quoi que ce soit. C'était vraiment toute une histoire, parce que... Il est fils unique? Non, il a un frère, une sœur, et c'est le dernier. C'est le petit dernier, d'accord. Voilà, ils ont 5 ans de différence entre chaque, quoi. Donc son frère a 10 ans de plus, quoi. Il y a une fille entre deux. Aujourd'hui, il vit donc chez vous? Alors oui, après ses études d'infographie ratées, là, on l'a récupéré, on l'a obligé à voir un psychologue parce qu'il ne voulait pas avoir de psychiatre. Je lui ai dit, c'est ça, où je t'emmène dans un hôpital psy, je peux le faire. Donc il a bien voulu, je l'ai traîné chez ce psychologue. Il a eu pendant 18 mois, parce qu'après il est parti, ce psychologue, j'en étais obligée de changer, mais qui l'a bien aidé. Et puis je l'ai obligé aussi à s'inscrire à la NPE pour l'obliger à sortir et à faire quelque chose, quoi. Et la NPE lui a donné aussi une dizaine de rendez-vous. À l'époque, ça se faisait pour essayer de voir ce qu'il pouvait faire, quoi. Et il en est sorti qu'il voulait être infirmier. Ah, bah oui. Et ça, il nous a dit là, alors ça fait 1 an, qu'il avait toujours voulu être infirmier, mais il se l'était interdit parce qu'il se sentait incapable. Mais il ne nous en avait jamais parlé. Donc il a fait les études d'infirmier. On l'a eu donc 2 ans. Il a pu faire ses études. Oui, absolument. Il a passé 2 concours. Il a été admis dans une école. Il a fait ses 3 ans. Bien. Oui. Alors c'est pareil. La 3e année, on a senti qu'il était de plus en plus angoissé. On lui a supplié de consulter à nouveau, parce que le psychologue qui le suivait avant qu'il passe son concours à l'école d'infirmier lui avait dit, je veux vous revoir, quel que soit
le résultat du concours. Oui, bien sûr. Oui, oui. Hein, et il nous a dit, mais non, j'ai pas besoin maintenant, ça va. J'ai un but, ça va très bien, j'irai si j'ai besoin. Et en fait, les 2 premières années, ça a été. Bon, parfois, il était un peu angoissé sur certains stages quand s'il se sentait pas trop bien accueilli par le personnel, mais ce qui peut arriver forcément. Déjà pour certaines personnes, donc encore plus pour lui. Voilà. Mais globalement, il a quand même pu faire face pendant ces 2 premières années. Il a réussi ses stages. Il a eu aucun stage. Non. Et puis la 3e année, il a vraiment pas voulu consulter. Et il a été de plus en plus angoissé. Entre-temps, en début de 3e année, il a rencontré une jeune fille sur un stage qui était infirmière. Ils ont fini par s'installer ensemble. Tout allait très bien. Il était heureux. Tout allait bien, quoi. Et elle avait bien vu qu'il était angoissé aussi. Elle voulait aussi, elle insistait pour qu'il consulte parce qu'elle connaît le problème. Elle avait aussi un peu ce problème-là. Donc, mais il n'a pas voulu. Il a dit, je le ferai après les résultats. Et puis, les résultats, il a eu son diplôme. Mais le dernier stage s'est très mal passé et il s'en est pas remis. Voilà. Donc, depuis, mais les problèmes avaient déjà commencé un peu la 3e année quand même. Ah oui, on sentait que... Oui. Mais c'est intéressant parce que la 3e année, c'est quand même là aussi, c'est normalement l'année de fin d'études. Voilà, tout à donc fait. Qui marque la fin de quelque chose, d'un processus où il est étudiant, où il est encore à l'école et où il pourrait s'engager, au vu de son diplôme, dans la vie active. Voilà. Et qu'est-ce que ça signifie pour lui, l'entrée dans la vie active, dans le monde adulte ? Je sais pas, on n'arrive pas à savoir. Il dit que... non, mais vous pouvez pas y répondre à sa place. Voilà. Non, mais c'est une question quand même, parce que je trouve qu'il y a une symbolique. Oui. À chaque fois, c'est dans les années qui sont la dernière année qui est celle qualifiante et qui permet, comme je vous le disais, d'entrer dans la vie active et donc dans le monde adulte. Surtout quand on sait que derrière ces anxiétés sociales, derrière ces phobies sociales, il y a souvent une angoisse massive de séparation. Oui, tout à fait. Il nous dit qu'il a toujours... Parce que quand il est revenu, ça fait 1 an maintenant qu'il a fini ses études et quand il est revenu chez nous, le lendemain, il avait écrit, sur un forum sur Internet et il m'a envoyé un mail en disant « Va lire ça, maman. Je raconte un peu ma vie, comment ça a été dur pour moi. » Et en fait, il disait dans cette lettre que il s'est toujours senti mal, quoi. Dans le monde, depuis tout petit, depuis qu'il peut avoir des souvenirs. Et il avait toujours eu peur de l'abandon. Alors, pas spécialement de ses parents, mais de ses copains. Donc, du coup, il avait l'impression que pour avoir moins mal, c'est lui qui quittait ses copains. Plutôt que... Parce que on est au cœur de la problématique. Il se sentait pas assez intéressant pour que ses copains restent avec lui, donc c'est lui qui quittait. Voilà. Alors, c'est toujours intéressant à travers un symptôme comme ça, qui est aussi présent, de voir quel sens il peut prendre, parce qu'on est vraiment dans... le symptôme devient un langage. Il y a quelque chose qui se dit à travers ça, qui peut peut-être pas se dire autrement, même si lui, il a pu quand même mettre des mots avec cette peur de l'abandon. Alors, il y aurait lieu de creuser, mais comme si vous voulez aussi de voir peut-être ce qui relève de sa problématique personnelle, et c'est toujours compliqué, ce qui pourrait peut-être relever de quelque chose d'une problématique plus familiale. C'est-à-dire est-ce qu'il y a dans votre histoire familiale quelque chose autour de l'abandon, autour de séparation, de choses des traumatiques, Non, on a cherché. Qui n'a pas pu être dit, qui est resté caché. On a cherché avec les psychologues, parce que, comme moi, j'essayais de... Bon, d'abord, le psychologue, le premier qu'il a vu, c'est moi qui avais craqué, et c'est moi qui le voyais, ce psychologue-là, avant. Et Julien vous avez craqué parce que vous ne supportiez plus cette situation. Voilà, j'avais besoin d'aide. Donc Julien voyait un psychiatre de son côté. Ne dites pas son prénom, hein. Non, oui, pardon. Je voulais pas. Bon, et
Et moi, je voyais un psychologue. Et puis, quand on l'a récupéré, donc la première fois, il était tellement mal que j'ai demandé à mon psychologue de le prendre à ma place. Et il a bien voulu le prendre. Moi, je n'y allais plus après. Et il m'a fait venir parce que... Ah bon, il vous a reçu, vous, et après votre fils ? Voilà, mais après, moi, je n'y allais plus. Oui, mais quand même, il vous connaissait puisqu'il vous avait eu en thérapie. Tout à fait. Ça paraît assez surprenant parce qu'on ne reçoit pas les membres d'une même famille. Hein. Ou alors en thérapie familiale, mais pas... Oui, voilà. Ben, il nous a fait venir au pas début les uns ensemble. à la suite de l'autre. Oui, d'accord, mais soit on continue ensemble, soit il y a trop d'interférences. En plus, vous êtes forcément très inquiète par le symptôme du symptôme de votre fils, mais peut-être justement, enfin, on ne peut pas, si vous voulez, pour rester le plus neutre possible, il vaut mieux on ne suit pas deux membres de la même famille. Hein. Oui, bah, c'est vrai qu'il l'a pris après, mais il m'a dit je ne peux en prendre qu'un. J'ai bien compris de toute façon. Donc, comme Julien se plaisait bien avec lui, je l'ai laissé avec lui. Et moi, j'ai pris quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il continue, votre fils, à voir quelqu'un là en ce moment ? Alors maintenant, il voit un psychiatre, oui. D'accord. Qui lui prescrit un traitement ? Non, il n'a pas eu de traitement. Il a eu un traitement par son médecin traitant au tout début parce que en attendant le rendez-vous, je le sentais tellement mal. Il réclamait quelque chose il a eu un petit traitement qu'il n'a pas pris longtemps. Et le psychiatre, non, ne lui donne pas de traitement. Il le voit tous les 15 jours. Et... C'est pas beaucoup, tous les 15 jours ? Non, je trouve aussi. Parce que votre fils ne veut pas y aller plus souvent ? Si, mais c'est lui qui a institué ça, 15 jours. Oui. Si votre fils demandait peut-être à le voir plus souvent, ça serait peut-être possible. À moins qu'il ait un planning, un emploi du temps qui ne lui permet pas. Mais compte tenu quand même du symptôme qui est très invalidant, oui, tout à fait. En plus, c'est pas faute de temps, ça pourrait être faute d'argent. Ça, je comprends que, évidemment, c'est plus onéreux. Mais il lui fait des feuilles d'assurance maladie, il est remboursé ? Une fois sur deux, oui, d'accord. Il veut faire qu'il y ait une part aussi qui relève de la thérapie où il s'investit. Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a il y a la dimension du coût, mais je trouve que tous les 15 jours, c'est long, il se passe beaucoup de choses entre deux séances. Surtout pour quelqu'un qui est dans l'inhibition. Vous voyez, il faut en principe, on travaille plus sur essayer de lever les résistances si votre fils y est prêt, mais aussi, ce qui me surprend parfois, quand c'est aussi marqué avec l'aide d'un traitement. Alors c'est vrai que c'est pas le psychiatre veut peut-être pas faire les deux, mais je suis étonnée qu'il n'ait pas un traitement, parce que quand on est quand même dans quelque chose d'aussi massif, on donne des anxiolytiques, voire parfois des antidépresseurs. Enfin, il faut qui aide bien, si vous voulez, qui aide. Votre fils parle dans cette, il se sent, il est content d'y aller, il peut dire des choses. Oui, apparemment oui. Bon. Lui donne des choses à. Parce que si vous voulez, et puis il voit ça ensemble après, quoi. Ouais. Quand je vous demandais, c'est autour de cette peur de l'abandon. Ça doit avoir un sens dans l'histoire de votre fils. Parce que c'est pas lié, quand vous avez dit tout de suite, il craint pas l'abandon de ses parents, mais plutôt de ses petits camarades. Peut-être l'abandon la séparation de son père et de sa mère. Alors, on va y venir parce que je vous trouvais extrêmement présente et j'entendais très peu parler du père. Donc, effectivement. Il est là, mais c'est quelqu'un de quelle façon est-il là ? Eh bien, il est là sans être là, je trouve. Parce que il ne se parle pas. Mon mari ne parle pas beaucoup avec qui que ce soit. Il est assez timide aussi, bien qu'il s'en défende. Oui. Et voilà, c'est difficile, quoi, de lui faire parler. C'est vrai qu'il a été là sans être là avec ses enfants. C'est vrai. Souvent, je lui disais, les garçons, tu as des choses à leur dire entre un père et des garçons, parle-leur, mais non. Il parlait foot, des choses comme ça, mais c'est vrai que foot, d'accord. C'est ça, ils avaient cet intérêt commun, cette passion commune, mais c'est vrai qu'un fils, pour se construire, a besoin d'autre chose dans la relation avec son père que... Il les aime, mais il ne sait pas leur parler. Oui. Et puis lui-même est quelqu'un, vous dites, d'assez timide, d'assez inhibé, d'assez introverti.
Oui, donc il y a aussi ce modèle. Et on a eu, c'est vrai, on a eu une vie très, enfin, je veux dire, on n'invite pas beaucoup parce que j'ai perdu l'habitude d'inviter parce que mon mari est jaloux, par exemple. Donc c'était toujours des comédies, donc voilà. Ah oui. Oui. C'est-à-dire que même quand vous receviez des amis... Même à la maison, oui. À la maison, votre mari en prenait ombrage. Il était jaloux des amis il aimait bien recevoir. qu'on reçoit. Enfin, c'était de la famille, parce qu'on avait du coup peu d'amis. Oui. Mais il est même jaloux de mes frères, de ses frères, etc. Oui. D'accord. Ça va un peu mieux parce qu'on est plus âgés, mais c'est encore là. Mais vous êtes séparés ou vous êtes toujours ensemble ? Non, on n'est pas séparés. J'avais cru comprendre que c'était qu'il avait mal supporté la séparation de ses parents. Non. La peur peut-être d'une séparation, parce qu'on en a parlé souvent. Ah. Mais on n'est pas séparés. Non, je me suis mal exprimée. Non, c'est moi qui ai mal compris, mais j'avais... Oui. Non. Oui, vous en avez parlé souvent, mais d'accord. Alors peut-être que oui, si j'ai mal compris, ça... Bon. Vous en avez parlé souvent et lui, devant lui ? Devant les enfants ? C'est possible. C'était brandi comme une, comme une menace. Il l'a entendu puisque quand on se dispute, c'était assez violent. D'accord. Donc il a pu l'entendre. Il a surpris des scènes. Vous lui en avez parlé ? Oui. Il me dit non. On en a parlé ensemble avec le psychologue qui a voulu nous voir aussi, le deuxième, parce qu'il cherchait aussi dans ce sens-là et il n'a pas vraiment trouvé, ou du moins on ne le sait pas. Qui, le psychologue ? Oui, de choses dans notre vie qui fait que... ce que vous dites, pourtant, il y a un élément quand même, je trouve, assez éclairant, là. C'est une piste, je dis pas que c'est la piste, c'est une piste. Votre fils a pu grandir avec la peur que vous vous sépariez, en tout cas au sein le couple que vous formiez assez conflictuel. Oui, ça c'est bien possible, oui. On se demande d'ailleurs le choix qu'il fait même, quand il dit qu'il a voulu être infirmier, mais qu'il n'en a jamais parlé. Non. C'est intéressant parce qu'en tant que symptôme, et peut-être symptôme aussi, il exprime un enfant symptôme d'un symptôme familial, qui veut-il soigner finalement ? Je sais pas. Ouais. Il est intéressé par la psychiatrie, c'est oui, vrai ? Oui, il est intéressé par quelque chose, par de la souffrance. Alors, sa souffrance qui peut être liée aussi à une souffrance qu'il percevait familiale, une souffrance au sein de votre couple. Et lui peut, dans cette angoisse finalement qu'il a, où il évoque la peur de l'abandon, la peur que finalement ses parents qui se disputent, il peut venir, et lui qui se retrouverait après confronté à une séparation et un peu seul, d'autant que son père était assez absent moralement pour lui. Oui. Et vous, du coup, très présente, certainement. Oui. Et du coup, ça fait qu'il a très peur, il a beaucoup de mal à se séparer, d'autant que c'est le petit dernier, et qui a peut-être un peu de mal aussi à grandir, quoi. Et à quitter le cocon. Certainement, parce que pendant des années, on trouvait qu'il n'était pas mature, qu'il grandissait pas, quoi. Oui. Donc, si vous voulez, ça serait. Vous n'avez. Enfin, là, par rapport, il avait une petite amie à un moment. Qu'est-ce que c'est devenu cette histoire ? Eh ben, ils se sont séparés. Ouais. Parce que justement, c'était problématique. Il ne voulait plus sortir. Il s'est forcé à sortir. Il m'a dit après, je me forçais à sortir avec elle, à voir ses amis et tout. Puis à un moment donné, il n'a plus pu le faire, quoi. Il s'est toujours forcé à aller vers l'extérieur et il y a un moment où c'est pénible pour lui, c'est une douleur. Il était devenu jaloux. Comme son père. Oui. Oui, mais il y a quelque chose où il porte. C'est moi qui ai tout raté. Je suis incapable. Oui, mais il a l'impression d'être. Il a aussi cette idée-là qu'il ne peut que rater, Mais ne reproduirait-il pas aussi quelque chose d'un fonctionnement, bon. Donc c'est tout ça qui est. Vous continuez de votre côté à parler.
Oui, je vais voir un CMP là. Depuis j'avais arrêté, puis depuis la rentrée, depuis septembre là, parce que ça n'allait pas du tout. Je m'étais fixée dans ma tête que mon fils irait mieux en septembre, parce que ça faisait 1 an qu'il était diplômé et qu'il allait démarrer, quoi, parce qu'il va beaucoup mieux. Il ne pleure plus, il est bon, mais il est toujours là, quoi. Et puis, comme il n'a pas bougé, c'est moi qui ai eu besoin d'aller parler, quoi. Moi, je pense que, après, c'était à lui de voir, mais je trouve que quand vous voyez, il va avoir 30 ans, il est chez vous, il est bloqué là chez vous, alors qu'il a son diplôme d'infirmier et qu'on en cherche des infirmiers, il n'arrive pas à passer le cap, effectivement, d'entrer dans la vie active. Moi, je vous donne mon avis. Oui, bien sûr, mais il a peur. C'est la peur, il est paralysé par la peur, il faut le croire. Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, honnêtement, une fois tous les 15 jours, c'est pas suffisant. Il va s'enferrer. Ouais. Moi, c'est ce que je me suis dit aussi. Moi, je pense que si vous voulez à un moment, pour démarrer, pourquoi pas, mais après, il faut passer à un rythme plus soutenu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se débloque là, qui avance. Il avait eu envie à un moment, puisque quand il a eu 17 ans, que j'avais vu le pédopsychiatre, il m'avait dit il faudrait qu'il fasse une thérapie de groupe. Mais peut-être, oui, tout à fait. Il n'a jamais voulu y aller, quoi. Ah, oui. Mais à un moment, si vous voulez, c'est vrai que ça suppose aussi d'aller un peu, et c'est ce qui est compliqué, mais un peu au-delà de ses peurs. Et une thérapie de groupe, c'est quand même dans un milieu protégé où il va rencontrer des personnes qui ont la même problématique. Et donc avec un thérapeute qui est là pour les aider à s'exprimer et qui fait que oui, c'est un groupe, oui, on est avec d'autres, mais en même temps d'autres qui sont aussi en difficulté et où on n'est pas là, on n'est pas dans une situation d'entretien de recrutement où effectivement là on est évalué, on est jugé par rapport à ses compétences, sa personnalité. Là pas du tout, il y a une dimension bienveillante. Mais si vous voulez des thérapies de groupe et de type un peu même psychodrame, avec ce type de personnalité, ça peut faire bouger les choses. Mais plus souvent que du tête-à-tête, voyez, de l'individuel. Ou à un moment, ça avance, mais c'est du long terme. C'est du long terme. Et alors, en plus, tous les 15 jours, ça rajoute, voyez. Donc, je veux dire, votre fils, il a quand même 30 ans. Oui, mais vous voyez, il y a un moment, il faut qu'il y ait quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire sa thérapie en individuel. Mais à ce moment-là, qu'à côté, il est quelque chose du groupe. Et vous, peut-être ce que vous pouvez faire, c'est, vous pouvez pas faire les choses à sa place, mais le soutenir en disant qu'il en est capable et que c'est aussi en faisant des petits pas comme ça, qu'il peut un peu surmonter ses peurs et prendre confiance en lui. Parce que s'il se retranche à chaque fois derrière j'ai peur, eh bien, ça fait des peurs qui s'accumulent et c'est une énorme montagne, quoi. Et là, il a l'impression qu'il peut plus la surmonter. Or, c'est un petit pas après l'autre. Et déjà, s'inscrire à un groupe, aller à des groupes de parole, ça serait quelque chose, voyez, où il peut se dire j'en suis capable. Oui. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire pour intégrer ces groupes-là. Il s'est inscrit, mais ça va faire 1 an. On lui a dit qu'il va falloir être patient, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Peu importe, il n'en est plus même si l'important, c'est qu'il soit inscrit et que le jour où on lui propose, qu'il ne rate pas l'occasion. Là, il faut le booster, il faut le pousser derrière. Oui, voilà. Bon, et je vous dis, vous pouvez pas interférer dans sa thérapie maintenant, j'allais dire, donc, mais peut-être voir pourquoi est-ce que lui ne veut pas prendre de traitement, parce que ça aide quand même un petit peu, quand l'état est aussi aigu. Voilà ce que je pouvais vous en dire. J'aurais aimé aussi pouvoir en parler avec peut-être des parents qui. Mais ça, je n'arrive pas à trouver. Le sujet est lancé au 39-21. Moi, j'ai prévu de faire un dimanche, justement, une émission sur les phobies. Donc, on abordera avec le psychiatre qui sera présent cette dimension de la phobie sociale, même si c'est vrai que c'est particulièrement complexe et que ça nécessiterait une émission à elle seule, la phobie sociale. Mais j'ai prévu quand même de faire une émission parce que ça concerne beaucoup de monde, pas seulement la phobie sociale, mais les phobies. C'est pas trop connu finalement.
Oui, enfin, on dit beaucoup de choses. Oui, on dit beaucoup de choses et son contraire. Donc, mais je l'aborderai. Donc, de toute façon, je vous en parlerai suffisamment à l'avance à l'antenne. D'accord. Bon courage, en tout cas. Je vous remercie. On aura peut-être des témoignages d'ici 1 heure au 39 21. Oui. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup. Au revoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un peu stressée, désolée. Non, ça va bien se passer. Alors, je me calme, donc voilà. J'ai une histoire familiale assez complexe. Mon grand-père, d'origine, vient des Dom-Tom et s'est marié à une femme qui vient de la région métropolitaine d'une région. Et ils sont partis quand ils ont eu mon père, dans les Dom-Tom. Il battait ma grand-mère et elle est morte dans les bras de mon père et de son frère. Quelques années plus tard, quand j'avais à peu près 10 ans, mon père m'a eu assez tôt et enfin ma mère et mon père m'ont eu vers 18 ans. Et donc quelques années plus tard, quand j'ai 10 ans, j'ai appris que mon grand-père était mort. Et donc on m'avait dit que c'était un accident de voiture. 1 an plus tard, en fait, mon grand-père avait été tué par mon père et mon oncle. Mais j'ai jamais vraiment su le fin mot de l'histoire et comment ça s'était déroulé parce que j'avais un peu peur. C'est un parricide alors. Oui. Les 2 frères ont tué leur père. Oui, oui, je sais, c'est un peu. Oui. C'est un peu dur, mais je sais pas vraiment comment ça s'est passé. J'ai jamais voulu demander par peur de savoir que c'était fait exprès. En fait, je préfère penser que c'était accidentel. Accidentel. J'ai pas envie de savoir, d'avoir une vraie réponse. Donc, j'ai jamais été chercher sur Internet. Et donc, mon père est sorti de prison, depuis un moment. J'ai 19 ans et il est sorti quand j'avais 15 ans de prison. Et là, je suis venue étudier en France. Et je ne connaissais pas ma famille du côté de ma grand-mère, qui était morte. Et là, pendant les vacances de Noël, j'ai pu les rencontrer. Et il se pose un problème, c'est que j'ai l'impression d'être le sujet d'être identifiée à la grand-mère, parce que mon père m'a donné le nom caché de ma grand-mère. Et dès que c'est arrivé, on me parlait tout le temps de ma grand-mère, on me montrait des photos, on me disait que je lui ressemblais. Et à vrai dire, c'est un peu lourd, mais je me disais que c'était bon, que c'était pendant les vacances, c'est pas grave, pendant les vacances de Noël, c'est normal. Et donc, je suis sortie, et là, mon numéro de téléphone, ma grande-tante, c'est la sœur de ma grand-mère, et elle m'envoie souvent des SMS où elle m'appelle et elle me parle tout le temps de cette grand-mère, et ça va dire, c'est un peu lourd, Et aujourd'hui, ça a été encore un peu plus compliqué, parce que mon oncle, alors, le frère de votre père. Oui, le frère de mon père, qui lui a eu une réaction, il est malade, mais c'est une réaction due aux années qu'il a passées en prison et tout. Et elle m'a appelée à ce moment-là, quand elle a su qu'il y a eu un problème, qu'il était à l'hôpital, mon oncle. Et donc, elle m'a parlé encore de ma grand-mère. Et j'avoue que déjà, j'essayais de passer outre toute cette histoire parce que c'est un peu lourd. Ah oui, c'est très, très lourd. Et là, le fait qu'elle m'appelle tout le temps, c'est... Alors attendez, qui vous appelle tout le temps ? Ma grande-tante, la sœur de ma grand-mère. Oui, pour vous dire quoi ? Pour me parler de ma grand-mère, pour lui dire que je lui ressemble, et voilà. Et c'est lourd pour vous de ressembler à cette grand-mère ? Oui. Oui. Et j'aimerais savoir comment lui dire, sans vouloir la vexer, parce que je sais qu'elle ne connaissait pas et tout, mais comment lui dire que... Voilà, j'ai pas envie d'être identifiée à cette grand-mère, mais j'ai l'impression que je la vexerais si ce serait comme si... Alors justement, cette grand-mère, Marie, pourquoi... qu'est-ce qui fait que c'est très... Vous ne l'avez pas connue, votre grand-mère ? Non, je ne l'ai pas connue. D'accord. Vous pouvez peut-être partir de là et dire que... comme vous n'avez pas connu votre grand-mère, c'est un peu difficile d'être toujours rattaché à elle, alors que vous n'avez de fait aucun souvenir avec elle. Vous ne vous êtes pas construite à partir d'elle. Et que
c'est compliqué parce que vous avez le sentiment que qu'elle ne vous voit pas vous. Vous pouvez lui dire par moment, j'ai l'impression que c'est pas à moi que tu t'adresses, mais à elle. Et c'est très difficile à vivre pour moi. Vous pouvez lui dire comme ça. Parce que c'est ça, c'est-à-dire quand on est identifié à quelqu'un d'autre, ça fait qu'on n'a pas un sentiment, on n'a pas de place. C'est comme si on n'avait pas de place. Finalement, ce que vous ressentez, c'est de quoi vous charge-t-elle ? De quelle histoire familiale qui est déjà tellement lourde ? Alors, pour vous, qu'est-ce qui fait ? Est-ce qu'il y a un secret concernant cette grand-mère, selon vous ? Je pense, parce que c'est vraiment très tabou. Il y a tant d'histoires dans ma famille. Et ça, il y a beaucoup d'histoires, parce qu'on l'a bien vu. Votre grand-père, qui on pense a été tué. Vous dites vous voulez pas trop savoir pourquoi, mais on sait bien à quel point vous avez peur. Et quand même, votre père et votre oncle ont été incarcérés pour cela. Oui. Donc, on serait quand même dans le cadre d'un parricide. Vous préférez penser que c'est accidentel plutôt qu'intentionnel. Bon, oui, je sais bien votre grand-mère, oui, vous savez qu'au fond, la vérité est certainement ailleurs. Pour votre grand-mère, de quoi avez-vous peur ? Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette grande-tante, autour de cette grand-mère ? Elle me parle en fait du fait que ma grand-mère était un peu comme moi, un peu fragile, un peu discrète. J'ai l'impression que oui, dites-moi. Tout ce qui a fait que ma grand-mère se soit soumise à mon grand-père et soit restée avec mon grand-père malgré le fait qu'il la battait. Toutes ces qualités, mais qui peuvent aussi être des défauts, la fragilité, la gentillesse. Et d'ailleurs, des défauts que l'on me reproche souvent. Parce que c'est assez compliqué, mais je dis toujours oui, j'ai une facilité à me soumettre, à faire tout pour ne pas créer de problème. Et voilà. Et elle me parle de ça. Oui. Je crois que vous pouvez lui dire que vous pouvez vraiment lui dire que ça vous angoisse. Oui. Je crois qu'au vu de l'histoire familiale que vous me racontez, votre grand-tante, soit elle vous dit certaines choses parce que elle vous renvoie quelque chose d'angoissant, dans le sens où elle vous renvoie comme si vous étiez fragile et faites que de ça, et que donc votre grand-mère n'a pas eu une vie facile. D'après ce que je comprends, elle a subi de la violence, elle était battue par votre grand-père qui par ailleurs, comme vous dites, avait des qualités, mais dont elle n'arrivait pas à sortir de cette relation. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir la même destinée. Or, en vous plaquant ça, même si vous avez peut-être une ressemblance physique avec votre grand-mère, bien, même pas, enfin. Même pas. Donc, vous voyez, c'est ces projections. Je suis métissée et ma grand-mère était très pâle de peau. D'accord. Alors que moi, je suis typée. Donc, même du visage, on se ressemble pas. Enfin, mais c'est un peu complexe parce qu'il y a son fils, mon grand cousin, qui est mort il y a 2 ans. Et il y a encore la présence de ce mort. Enfin, quand j'ai dîné à table, je dînais avec l'urne funéraire à côté de mon assiette et j'ai peur de la vexer. Comment ça, l'urne était placée à côté de votre assiette ? Elle était à côté, elle était sur la table à côté de mon assiette où je mangeais. Oui, mais ça va pas du tout, hein. Et parce que vous êtes... Non, mais si vous voulez, voyez, c'est pas la place d'une urne funéraire. Enfin, je veux dire, on met pas. C'est comme. Enfin, ça me fait penser, c'est délirant. C'est comme si la personne disparue, la personne décédée, on continuait à lui mettre une assiette à table. Enfin, vous voyez, il y a une place, il y a la place quand même pour les défunts, il y a la place pour les vivants. Oui. On le dit, il y a l'expression le mort saisit le vif, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment, non, il faut pas que ça empiète sur les vivants. Bien, dans cette famille-là, c'était assez dur quand je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré pendant 1 semaine parce que les défunts, ils habitent à côté du cimetière. Et tous les défunts, ils vont les voir chaque jour. Il y a un rituel, c'est vraiment présent.
Oui, mais qu'on les rende présents, c'est une chose, et qu'après tout, il y ait ce rituel de se rendre au cimetière. Mais déjà, ils sont au cimetière. C'est la place des morts, le cimetière. Or, l'urne funéraire qui est posée sur la table pendant les repas, là, on est quand même dans une problématique un peu délirante. C'est-à-dire que là, il n'est pas à sa place. Enfin, délirante. Je vais nuancer, de quelqu'un qui ne peut pas faire le deuil, qui est dans un déni, vous voyez, qui est dans une impossibilité à faire le deuil. Hein, c'est-à-dire où on dénie tellement la mort, on nie tellement la mort que l'urne funéraire, on la met en lieu et place de la personne. Mais c'est très perturbant. Oui, donc, vraiment. surtout dans votre famille, où il y a, enfin dans n'importe quelle famille ça le serait, mais vous êtes quand même en train de me raconter une histoire familiale terrible, où il y a des morts qui sont, où on évoque un parricide. Hein. Alors, on n'en arrive jamais à des actes d'une telle violence. Le parricide, on y a enfin dans l'histoire, hein, il y a des histoires comme ça qui sont des figures mythiques. Mais c'est toujours qu'est-ce qui s'est joué, pourquoi les deux frères s'en sont-ils pris à leur père qui violentait leur mère. Vous voyez, il y a dans quelque chose d'une répétition de la violence de façon tragique. Or vous, votre grand-tante, c'est elle qui a perdu aussi son fils et qui mettait l'urne de son fils sur la table, c'est ça ? Bon, elle est dans quelque chose, oui, je suis désolée, mais un peu délirant, hein, pour ne pas dire beaucoup, où elle vous charge de choses, d'une histoire familiale qui ne... Enfin, de projection de ses angoisses, de ses peurs, voyez, alors que vous ne ressemblez même pas physiquement à votre grand-mère. Donc, c'est ce qu'elle veut y voir. C'est ce qu'elle veut y voir de ce qu'elle n'a pas réglé de son histoire. Et où moi, je vous conseillerais quand même, Marie, hein, d'aller parler de tout ça, mais en profondeur, si ce n'est déjà fait, en thérapie. Parce que ce qui n'est... c'est que la thérapie... J'en parle déjà à ma mère parce que même du côté de ma mère, c'est une histoire, enfin, j'ai subi une certaine malédiction, je fais partie d'une destinée, enfin, je fais partie un peu des traditions antillaises et c'est vraiment lourd. Mais ma mère, elle est un peu bouddhiste et voilà. Et pour elle, si je lui ai déjà parlé de la psychothérapie, je lui avais déjà dit que je voulais faire une thérapie. Oui. Mais il y a des arguments comme quoi, si je fais une thérapie, c'est comme je fixerais le problème, je ferais une mise en avant du problème et je créerais, on va dire, un problème. Parlez bien dans le combiné, je vous entends plus là, pas très bien. Vous pouvez parler bien dans le micro, là, Marie, je vous entends moins bien. Oui. Et là, vous m'entendez ? Oui, là, je vous entends mieux. C'est comme si je créerais le problème alors qu'il n'est pas si fort que ça. Non, mais ça c'est non, c'est sûr. Non, écoutez, c'est ce que vous dites. Semblant, mais des fois c'est un peu lourd. Non, parce que... c'est très lourd. C'est ce que vous dit votre mère, que vous créeriez le problème. Le problème, il est là. Il est là et sur des générations. Or, on sait que si une génération n'a pas réglé ses comptes vis-à-vis du passé, elle va transmettre ces problèmes à la génération suivante, avec tous les risques que ça peut comporter. Hein, où il y a des familles comme ça qui semblent frappées de malédiction. On parle même dans notre jargon de psy de névrose de destinée, hein, comme si la névrose très traumatique, se transmettait d'une famille à l'autre, comme si d'une génération à l'autre, dit de façon plus familière, on se repassait des valises de problèmes. Parce que il y a des choses qui n'ont pas été réglées dans les générations passées. Et toutes les blessures, tous les manques, tous les traumatismes, tous les non-dits, tout ce qui a fait défaut, si vous voulez, autant essayer de le régler un peu soi, sinon c'est quelque chose qui se perpétue. Ça n'a pas pu être fait dans les générations qui vous ont précédé, Marie. En revanche, vous pouvez raconter cette histoire familiale en thérapie, y donner du sens pour faire en sorte que tout ce qu'il y a de pathogène, d'agissant,
vous ne le subissiez pas de plein fouet ou comme on veut vous le faire transmettre, même si c'est par affection, parce que votre grande-tante, elle devait beaucoup aimer sa sœur et elle veut à tout prix retrouver quelque chose de sa sœur en vous. Mais si vous voulez, vous, c'est important de prendre de la distance par rapport à cette histoire familiale qui est la vôtre, mais de la métaphoriser, c'est-à-dire d'en parler, de donner du sens pour vous pouvoir avoir votre histoire et de laisser le passé au passé. D'accord. Et dans ce que vous allez pouvoir vivre, ouvrir un souffle nouveau et aussi dans ce que vous transmettrez vous à vos enfants, où vous aurez un peu déblayé ce passé si traumatique. D'accord ? Donc vraiment, jeune fille, allez en parler. C'est vraiment essentiel. Et c'est pas trahir votre famille, au contraire. D'accord, Marie ? D'accord. Bon courage. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Europe 1. Bonsoir Fatima. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci d'avoir pris mon appel. Mais je vous en prie, mais je vous entends pas très bien. Vous êtes loin. Ah, et comme ça? Pas mieux. Est-ce que vous pouvez pas vous rapprocher de votre combiné? Rapprochez-vous parce que vous êtes très très loin là. Attendez, je vais changer de place. Ah non, vous approchez un peu. On vous entendait bien en régie et là on vous entend plus. J'étais pourtant assise à la même place et là, non? Bon, alors non, pas tellement, mais parlez un petit peu plus fort. Ça va aller. On va faire avec. Vous inquiétez pas. Voilà. Comme j'ai raconté à à la jeune femme qui m'a reçue, il y a beaucoup de choses. Je sais plus même pas par où commencer. Peut-être par le début. Le début, c'est-à-dire que on a rejoint mon père en France. J'avais à peine 10 ans et ça fait maintenant j'ai 70 ans. Oui. Et puis j'ai eu 7 enfants et c'était de contre mon gré. Mon père m'a marié. Toutes les 3 filles, on était mariées comme ça de toute façon. Et j'ai perdu 2 enfants et après il reste 5 maintenant. Mais ce qu'il y a, c'est que mon mari me battait vraiment. J'avais des bleus, après ça devenait vert, après ça... Et lui, il travaille. Et quand il vient du travail, il fait sa toilette, il mange et puis il va dormir. J'ai dit, mais il faut aussi leur dire si vous avez fait vos devoirs. Parce que les enfants, il faut qu'il y ait le père et la mère pour qu'ils puissent, chacun porte, je sais pas comment vous expliquer ça en français, pour qu'ils écoutent, pour qu'ils font leurs devoirs, qu'ils font des choses normales. Mais lui me dit non, c'est ton travail, moi je travaille et je fais cuire la marmite, ça suffit. Mais j'ai dit mais c'est pas assez. Alors après on se dispute, il me frappe devant les enfants et tout ça, il m'insulte et tout. Et c'est de pire en pire. Bon maintenant, depuis que j'ai fait une main courante, il me frappe pas. Ah, donc il a compris que là, il y a une main courante. Donc ça veut dire c'est pas une plainte, c'est avant la plainte, mais si jamais il levait la main à nouveau sur vous, il faudrait retourner au commissariat pour porter plainte cette fois-ci, Fatima. Parce qu'il est très 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 violent. Parce que si j'aurais fait porter plainte, et une fois arrivé, ils vont le lâcher. J'ai très 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 peur, très peur. Oui, mais regardez, Fatima, déjà. Quand vous avez déposé une main courante, vous me dites que depuis, il ne vous frappe plus. Non. Donc, il a été convoqué au commissariat? Non, il n'a pas été convoqué, mais simplement, je lui ai dit. D'accord. Vous voyez que comme quoi, il se méfie. Oui, il se méfie. Et puis maintenant, donc, s'il y avait une plainte, si vous voulez, il serait convoqué. Et puis après, il serait... il passerait au tribunal. Bon... Est-ce que vous avez contacté, est-ce qu'au commissariat, on a dû vous donner les coordonnées d'une association de femmes victimes de violences? Oui, justement, je vais les appeler demain. Ah oui, appelez-les. Oui. Appelez-les. Elles vont vous proposer un rendez-vous. Et là, vous allez pouvoir trouver une écoute, un soutien psychologique, des conseils juridiques. Oui. Enfin, elles vont vous proposer, si vous le souhaitez, de participer à des groupes de parole. Avec d'autres femmes? Oui, pardon. Voyez? Moi, excusez-moi, moi ce que je voudrais, c'est ne pas rester à la maison. Je n'en peux plus. Pourquoi pas? Je suis à bout de nerfs. Oui, la vous êtes nuit, fatiguée. je ne dors pas, je peins, je
j'écris, je fais du tricot, mais ça peut pas durer comme ça. Et puis, bon, quand je dis quelque chose, il y a les 2 derniers de mes fils. Et ils veulent à tout prix que j'ai rien contre les psychanalystes, mais dans les années 80, j'en ai vu pendant 10 ans un monsieur très gentil, un psychanalyste ou un psychiatre, je me rappelle plus. Mais là, j'ai dit, j'ai pas envie d'y aller, j'en peux plus. Alors j'ai dit, si vous me poussez à bout, c'est normal que je réagis violemment moi aussi. Mais bien sûr, non, mais malheureusement, oui, vous vous défendez. Mais si vous voulez, en contactant cette association, bon, il peut y avoir. Vous êtes dans une grande ville, me donnez pas la ville. Hein, vous êtes dans une grande ville. Je suis au sud de Paris. Vous êtes à Paris? Oui, au sud de Paris. Bon, alors, il y a des foyers pour accueillir des personnes comme vous qui sont victimes de violences. Bon, le problème, c'est que malheureusement, on manque de place. Mais vous pouvez aussi, et les associations vont vous conseiller, demander rendez-vous avec une assistante sociale. Le problème, parfois, c'est le logement. Mais elles peuvent vous aider, vous soutenir dans ces démarches, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez faire une demande aussi de logement. Oui, en attendant, dans l'urgence, il peut y avoir, parce que là, malheureusement, il faut qu'on se quitte. Dans l'urgence, il peut y avoir le foyer. Et sinon, parallèlement, enfin, à côté de ça, on peut faire une demande de logement social. Mais contactez-les dès demain, vous allez trouver une aide et un soutien, Fatima. Vous avez très bien fait de réagir. Un petit message de Claire qui dit: ma petite fille a fait à l'école un chasseur de cauchemars, une simple ficelle décorée comme un cerf-volant. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves sans cauchemars.